Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Bré. Donc je vais vous donner plusieurs informations aujourd'hui sur plusieurs thèmes. Je vais vous parler quand même, parce que je ne peux pas faire autrement, des violences dans les banlieues, avec lesquelles j'ai reçu beaucoup de mails. Et puis l'actualité agricole, juste un point sur l'actualité agricole. Alors, vous voyez, je suis au milieu de mes veaux là, parce que dans mes deux veaux là, j'en avais un qui était malade. Donc j'ai pris le temps de le soigner et je rentre au bureau. Donc bonjour, je suis arrivé dans mon bureau. Donc suite, comme je le disais, aux violences suite au décès de Naël, vous le savez dans l'information, et j'ai reçu moi aussi des mails et des SMS, même si je traite les dossiers agricoles, me demandant ce que je pensais de la situation. Alors, j'ai pris des choses qu'on m'a envoyées, qu'on voit beaucoup dans l'actualité, des gens, la colère des gens, l'exaspération, le mépris du pouvoir, mais aussi des élus qui, coupés du monde réel, n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. Ils ont contribué à se réunir entre eux, à l'amicale des élus, Renaissance à l'Assemblée nationale, se prenant en photo devant des petits déjeuners copieux, qu'ils étalent sur les réseaux sociaux, ont contribué à faire monter cette colère. Voilà ce que beaucoup de gens disent à la télé et envoient sur les réseaux. Alors oui, bien sûr, tout le monde condamne les dégradations, en particulier des services publics, dans les quartiers qui servent d'abord à ceux qui y vivent. Mais nous devons très sérieusement nous interroger sur l'attitude de ceux qui nous dirigent. On ne peut pas continuer ainsi. La mort de Naël a été l'étincelle qui a embrasé notre pays. Et donc là, ensuite, ils s'en prennent à Emmanuel Macron. Alors, moi, je vais vous lire la réponse qui a été faite tout au début des événements de Georges Kuzmanovic de République Souveraine, qui me paraît consolidé, très approprié à la situation. Les tragiques et tristes événements des 3 derniers jours valident 3 propositions programmatiques de l'équipe de Georges Kuzmanovic, dont la mise en œuvre devient urgente. La mise en œuvre devient urgente, ne nous voilons pas la face, attention à ceux qui disent démission Macron, bien attention à ça, hein, ils font fausse route. Hein. Le problème des banlieues, il traîne depuis 40 ans et il remonte bien avant Emmanuel Macron. Et ce n'est pas en cassant tout et demandant la démission de Macron, d'abord qu'il y aura la démission de Macron, pour ceux qui la souhaitent, et puis de toute façon, il y a eu une élection. Alors les gens, il faut qu'ils soient aussi un peu responsables. Quand il y a des élections, les élections, ça sert à aller voter. Il y a des gens qui n'ont pas voté, il y a des gens qui ont fait d'autres choix. Après, il faut assumer ses responsabilités. On ne peut pas dire le lendemain du vote, je conteste le vote. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, je continue. Première proposition de Georges Kuzmanovic. La nécessaire évolution de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police, c'est déterminant ça, qui doit devenir une instance totalement autonome. C'est le mot autonome qu'il faut écrire en gros. Autonome de la police nationale, afin d'apaiser les éventuels conflits entre la police et les citoyens. Modèle du Royaume-Uni. Deuxième proposition, le retour au service national à composante militaire, 25% militaire, 75% dans le civil. Obligatoire d'1 an et mixte, filles et garçons, en dehors de son intérêt géostratégique et son utilité au service de tous, c'est un formidable outil pour promouvoir la cohésion nationale et l'amour de la patrie. Troisième, réorganiser les politiques d'intégration autour du principe de l'assimilation républicaine et rejeter fermement le modèle communautariste anglo-saxon qui délite la nation française. Car la nation française n'est pas une couleur de peau, mais une couleur de cœur, de langue, de culture et le choix d'un destin commun afin de faire nation. Voilà. Donc merci Georges, très belle réponse. Alors oui, attention, ceux qui pensent qu'en cassant tout, ils vont refaire l'élection, non.
il y a eu un drame, certes, la justice devra passer, hein, le policier, il n'est pas question de dire que le policier, il a eu raison de tuer le jeune, hein, surtout pas, il y a eu une grosse bavure, la justice va se prononcer, mais prendre de l'ampleur et casser les magasins, les PME, les voitures, les gars, s'ils veulent refaire une société différente, plus égalitaire de celle qu'on a actuellement, qui n'est pas une société égalitaire, complètement d'accord avec les gars quand ils se révoltent en disant il y a beaucoup d'inégalités. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'inégalités. Mais ça, on le sait. En France, mais pas qu'en France d'ailleurs. Mais si vous cassez des magasins, vous allez toucher des patrons de PME ou des commerces ou faire brûler des voitures à des gens qui ont des encours bancaires sur leur magasin ou sur leur voiture, qui sont parfois pas plus riches, voire plus endettés que le gars qui va faire brûler la voiture. Donc attention, ne nous trompons pas de cible, c'est pas par la casse qu'on va résoudre les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus, et c'est de la faute des hommes politiques, tous confondus, autant Emmanuel Macron que ceux qui étaient avant lui. Mais je ne suis pas sûr qu'en défonçant les magasins, on va obtenir quelque chose. On va monter la population contre ceux qui font ça. Il va instaurer le couvre-feu. Il va interdire les manifestations pacifiques. Et puis, on va verrouiller encore plus la démocratie et les réseaux sociaux. Voilà. Ça va être l'arroseur arrosé. Les réseaux sociaux permettent à des gens de s'exprimer. On peut manifester en France dans le calme. C'est pas le cas dans tous les pays. Même si c'est vrai qu'on est réprimandé très fort par la police, des fois, même qu'on n'a rien fait, on se fait charger, ça c'est vrai, mais il y a quand même possibilité de faire des manifestations et de s'exprimer sur les réseaux. Si les gars, vous continuez à tout casser, ça va se retourner contre les gens qui s'expriment, contre nous, contre les concitoyens et contre les gens qui ont des commerces, qui eux ont rien demandé. Donc je crois qu'il faut trouver d'autres solutions que cela. Certes, la politique est pas bonne, mais voilà, ça passe par des élections. Ça passe pas par l'insurrection nationale qui de toute façon ne fonctionnera pas. Voilà, c'était une parenthèse sur l'actualité. J'attaque un seul thème agricole, ce qui résume tout. Volaille, les producteurs français demandent l'arrêt, écoutez bien, l'arrêt des importations de volailles provenant d'Ukraine. L'interprofession, c'est-à-dire la FNSEA, de la volaille réclame l'instauration d'une clause de sauvegarde contre les importations de poulets ukrainiens, ce qui reviendrait à stopper ces arrivages à droit nul sur le marché européen. Alors, il y a toute une explication par laquelle il asphyxie le marché européen, le gros faiseur de volailles en Ukraine, concurrence déloyale. Reste que les conséquences sont plus lourdes en France, les coûts de production sont supérieurs à ceux de la Pologne et nettement plus élevés que ceux de l'Ukraine, les coûts de production. Les salaires sont plus généreux en France, les contraintes environnementales ne sont pas les mêmes en Ukraine, etc., etc., etc. Alors ça, c'est le vieux débat. Simplement, là, il faut faire preuve de responsabilité, comme pour les casseurs dans les banlieues. Les casseurs dans les banlieues, ils ne sont pas arrivés en un an sous Emmanuel Macron. Il était là avant. C'est lié à l'abandon des politiques publiques des chefs d'État et de gouvernement depuis plusieurs décennies. On peut remonter au RPR. Il n'y a pas eu de décision concrète, il n'y a pas eu de plan concret pour donner de la visibilité aux jeunes. Et il y a une accentuation de la pauvreté et la baisse des prestations sociales d'ailleurs, pour les quartiers, pour les gens qui ont des prestations sociales. Nous, pour le modèle agricole, je fais le parallèle. Pourquoi? Là, on nous dit, stop, il ne faut pas importer de poulet, concurrence déloyale. Mais messieurs, soyons sérieux, soyons très sérieux. Ça fait 30-40 ans que le gouvernement, les gouvernements, les chefs d'État, premiers ministres, ministres de l'Agriculture successifs, FNSEA, puisque c'est la FNSEA qui nomme le ministre, ils ont joué la carte du libre-échange à tout va, et ils continuent de la jouer d'ailleurs. Je pourrais vous retrouver les articles, mais c'est pas la peine, vous en êtes convaincus. Ils sont pour le libre-échange. Ils sont pour signer les accords du Mercosur, du CETA,
tous les accords de libre-échange qu'il y a eu, ils les ont tous cautionnés, puisqu'ils disent que le libre-échange nous tire vers le haut, nous permet d'exporter des voitures, nous permet de vendre du vin, nous permet de vendre des céréales. Et là, ils crient au loup contre les poulets. Là, c'est l'exemple des poulets, hein, mais on peut en prendre d'autres. Bon. Donc, autrement dit, ce sont des libéraux, quand ça les arrange, pour exporter hors de nos frontières, et quand ça les dérange, ils veulent qu'on mette des murs, du protectionnisme, parce que les Polonais et les Ukrainiens, ils produisent à moins cher que nous. Ben évidemment, ils produisent à moins cher que nous. Il n'y a pas que les Ukrainiens qui produisent à moins cher que nous. Je me tue à répéter que la seule solution, enfin, qui peut être adaptée, hein, elle n'est pas fixe, elle n'est pas rigide, hein, c'est le modèle de la charte de la Havane, qui a été abolie le 23 mars 1948, qui était la coopération qui a été dévoyée par notre coopérative agricole, notre coopération agricole gérée par la FNSEA, ils ont complètement dévoyé le mot coopération. La coopération, les coopératives, quand elles sont nées en Angleterre en 1855 sous les lois Rochdale, la coopérative c'était un outil extraordinaire, extraordinaire. Il n'y avait pas de possibilité de spéculation, il n'y avait pas le droit de refaire des sociétés anonymes à côté. La coopérative ne faisait pas de bénéfices et rémunérait les travailleurs qui étaient dans la coopérative et revendait au prix coûtant et valorisait les produits du terroir des paysans. C'est extraordinaire la coopérative. C'est eux qui ont détourné les fondements même des lois Rochdale de 1855. Donc quand ils sont en porte-à-faux, ils veulent interdire les importations et dans le même temps, alors là c'est vraiment mais monstrueux, monstrueux. Ils ont installé leurs plateformes partout, ils sont en Ukraine à travers leur groupe, je vous l'ai déjà dit, Unigrain, Invivo, Groupe Avril, ils sont dans le monde. Je ne vais pas vous citer les pays, ils sont dans le monde entier. Ils ont des plateformes en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Afrique, dans le monde entier. Ils sont installés dans le monde entier. Et là, ils voudraient dire aux géants industriels ukrainiens, ils voudraient l'empêcher d'amener des poulets en France. Ah, mais non les gars, il faut être logique. Si vous rentrez dans une mécanique de libre-échange de la théorie de Ricardo des coûts comparatifs à celui qui sera le plus fort, ça arrive qu'on est le plus fort, mais des fois on est le moins fort. Et quand on est le plus fort, qu'on arrive à exporter, qu'on prend des marchés, c'est sur le dos des agriculteurs. Hein, puisque au 19e siècle, 6 millions d'agriculteurs qui faisaient vivre leur famille nourrissaient 30 millions de Français au 19e siècle. Aujourd'hui, on est 68 millions de Français et on ne les nourrit pas. On va arriver à 25% là, d'importation, tout confondu avec les fruits et légumes. Donc on a perdu notre souveraineté, on n'est plus autosuffisant. Qu'est-ce qui nous a mis en porte-à-faux dans cette qu'on n'est plus autosuffisant? C'est tout simplement le libre-échange. On le sait très bien qu'on ne peut pas produire au prix d'un Chinois ou d'un Ukrainien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre ça. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de fermer les frontières. Il n'y a pas besoin de monter des murs. Il y en a qui disent, vous voulez fermer les frontières, monter des murs. Non, non. Faut pas monopoliser les maçons pour monter des murs. Les murs, ça n'a jamais rien arrêté. Les maçons, faut les mobiliser pour monter des nouvelles prisons, pour mettre en prison les évadés fiscaux et les gens qui font des conneries. C'est à ça qu'il faut consacrer les maçons, mais pas au bord de la frontière. Les maçons aux frontières, ils vont rien résoudre. On les contourne, les murs. Non, c'est la coopération entre les États, les échanges réciproques, le principe du troc qui existait avant la monétisation. Il existait un système qui s'appelait le troc, ça se rapproche avec le système du troc, c'est une coopération entre les États, où il y a des échanges, des produits que nous on n'a pas, et on va faire des échanges avec des États avec lesquels on a une réciprocité, sans déséquilibrer l'économie de l'État en question, ni le nôtre, ni le sien. Et donc du coup, on revient plus dans la théorie de Ricardo, au moins 10 ans au prix mondial, mais on revient à un coût de production par État. Et on se respecte les uns aux autres, avec des gestions des volumes. Alors, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais ceux qui ne sont pas d'accord, il faut les laisser. Il faut commencer par travailler avec un groupe de pays, avec un noyau de pays. Il n'y a pas besoin d'avoir toute la planète pour démarrer ça. On peut démarrer avec certains types d'activités. Et puis,
Au fur et à mesure, on va l'adapter. On ne fera pas tout bien du jour au lendemain, mais on fera mieux que ce qu'on voit là. Parce que là, on ruine les producteurs de volailles français, mais on exploite les gars en Ukraine ou en Pologne, parce que eux, ils vont travailler pour rien. On le sait bien. C'est l'agroalimentaire et les plateformes de la distribution qui vont les mettre en compétition. Donc, posons les choses à plat. Le modèle agricole, il est à revoir, voilà. Et en retoilettant le modèle agricole, on répond à un tas de questions. On répond à la pauvreté dans les exploitations, on répond à la dépendance des paysans à l'industrie agroalimentaire, puisque le modèle d'alimentation en France et en Europe, les politiques l'ont confié aux industriels. Bon, ils sont main dans la main avec les industriels, qui sont la FNSEA. Un industriel, c'est comme ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, il est là pour gagner de l'argent, un industriel. C'est pareil dans l'automobile, c'est pareil dans la pharmacie, c'est pareil dans tous les secteurs d'activité. Ne demandez pas à un industriel de faire du bénévolat ou de faire de la charité. Bon, quand on veut que les choses soient mieux régulées, il y a une partie des outils, il faut qu'ils restent publics, qu'ils soient maîtrisés par le secteur public, comme on avait avant des abattoirs municipaux, où on pourrait avoir des mini-laiteries qui soient contrôlées, soit par des privés, mais avec des codes bien précis. Ou de la coopération agricole, mais bien encadrée. Pas la coopération agricole, ce qu'elle est devenue là, avec les multinationales et les holdings en Suisse et au Luxembourg. Parce que ça, c'est plus de la coopération agricole. La coopération, la coopérative, régissait sur un territoire. Les produits de nos terres. Il y en a qui disaient, nous valorisons les produits de nos terres, de nos paysans, sur une région, sur un territoire. Ben, je regrette. Quand la coopérative a 40 ou 50 filiales dans le monde, c'est plus une coopérative sur un territoire. C'est fini. Le statut coopératif, il n'existe plus. Ils l'ont détruit, le statut coopératif. Donc revenons à un modèle économique qui, justement, en le retoilettant sur l'ensemble de territoires, va répondre aux problèmes de l'eau et des bassines à Sainte-Soline. Il n'y a pas besoin de se battre à Sainte-Soline. Si on revoit le modèle agricole, il n'y aura pas de guerre de l'eau, parce que la guerre de l'eau, elle va s'arrêter toute seule. Elle va s'arrêter tout simplement par le fait que le programme agricole à mettre en place, il faut l'adapter en fonction des régions, des territoires et des pluviométries. Et dans les départements où les pluviométries sont faibles, il faut adapter les cultures. Ça veut dire que dans certaines régions, il y a des cultures qu'il ne faudra plus faire. Il ne faudra plus les faire. Donc du coup, il n'y aura pas besoin de faire le débat de Sainte-Soline, il n'y aura pas besoin de bassines. Mais ça, faut le reconfigurer, le modèle agricole. Savoir ce qu'on veut faire des agriculteurs demain, qui entretiennent le territoire gratuitement et qui ne vivent plus de leur métier. Donc si on veut maintenir une souveraineté alimentaire minimum pour pas être dépendant des autres, pas rentrer dans des débats de libre-échange où tout le monde est perdant, le consommateur, l'environnement, le paysan, alors bien sûr, entre deux, les autres font leur business, ça on est d'accord, mais on détruit quand même les paysans, 2 morts par jour. Le consommateur, il paye très cher, beaucoup ne peuvent plus s'alimenter correctement, et on détruit l'environnement. D'où l'idée de refaire un projet sur le territoire, et dans certaines zones, il ne faudra pas irriguer, il faudra faire de la prairie, il faut ramener des troupeaux allaitants, il faut ramener des moutons, mais pour ça, il faut les valoriser, il faut revoir la théorie de la valeur, de façon à rémunérer les paysans sur les territoires. Mais ça, c'est faisable. Et après, dans certaines zones, il y aura besoin d'irrigation, parce qu'on ne fera pas tous la même chose. Et là, ça peut se raisonner. On peut le raisonner à l'échelon des territoires. Mais irriguer en aveugle n'importe où, dans toute la France, c'est un non-sens. Avant de mettre des projets comme ça en place, il faut les raisonner et savoir si, tout au long de la chaîne, de la filière économique, en partant de l'agriculteur jusqu'au consommateur, en passant par le contribuable, parce que tout ça, c'est financé par les impôts des Français, est-ce qu'au bout du bout, ça crée de l'emploi? Quel est le coût de ces emplois? Quel est le coût des impôts des Français? Quel est l'impact sur l'environnement? Et quel est l'impact sur le paysan? Est-ce que le paysan, il en vit? C'est-à-dire que quand on met 10 000 € sur la table pour lancer des projets d'irrigation, quels sont les gagnants et les perdants de la filière sur ces 10 000 € d'argent injecté pour irriguer du maïs, du blé ou peu importe? Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et qu'est-ce qu'on fait de ces produits-là?
Est-ce que c'est pour avoir une autonomie, une souveraineté? Est-ce qu'ils sont exportés? S'ils sont exportés où? Si c'est pour faire de la coopération avec un autre État qui nous renvoie des produits que nous, on n'a pas, ça peut rentrer dans une dynamique gagnant-gagnant. S'il y a une coopération et un retour. Si c'est pour aller prendre des parts de marché, pour essayer de faire plus fort que les Américains, les Brésiliens et les Néo-Zélandais en production laitière, c'est peine perdue. On l'a vu, on le pratique ce système-là. Les Français ont payé des impôts à gogo, de la PAC, on nous déverse des aides PAC à gogo, et il y a 2 paysans par jour qui se suicident. Donc il ne marche pas ce système-là. Le consommateur, il paye et il n'y a pas de résultat. S'il y a un résultat, la ferme France baisse d'année en année. Donc il faut reconfigurer le modèle. D'autres systèmes existent. Il n'y a pas besoin de faire la révolution pour les mettre en place. Pas du tout. C'est des décisions politiques et qui peuvent se démarrer avec quelques chefs d'État. Il n'y a pas besoin d'avoir l'accord de l'Europe des 27. Justement, c'est l'Europe des 27 qui nous a posé beaucoup de problèmes. Parce que l'euro, Maastricht, je ne l'appelle plus Maastricht, mais Maastricht, telle qu'elle a fonctionné, elle a appauvri les paysans. Ça a appauvri les paysans. Les traités européens tels qu'on les a mis en place. Donc il faut sortir de ça, il faut faire de la coopération avec les États qui veulent jouer dans la coopération et arrêter ce massacre. Parce que là, tout le monde déverse de l'argent, tout le monde paye, les paysans ils remplissent des documents, ils touchent des aides PAC, des aides sécheresse, des aides au gel, des aides ceci, des aides cela, et il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la reconnaissance des prix et la gestion des volumes. Et nous, on est appauvris, mais celui qui a pris notre part de marché, qui vient nous concurrencer, il est appauvri aussi. Les paysans qui nous piquent nos parts de marché, ils ne sont pas mieux que nous, les gars. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont entre les deux, qui font le business. Ça rapporte à un petit nombre, en fait. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, bonne réflexion, posez vos questions, n'hésitez pas, envoyez-moi des mails, et je vous dis à dimanche prochain.